Le solide, sa définition, c'est que c'est peu compressible, d'accord, hein, voilà, très peu compressible, vous pouvez appuyer dessus, ça ne change quasiment pas son volume, d'accord. Et il a une forme qui est propre, c'est-à-dire que si vous supprimez toutes les contraintes, d'accord, plus de pression, bah, il garde exactement la même forme géométrique dans l'espace que ce qu'il avait avant quand il y avait les contraintes. Ou en tout cas, peut-être pas exactement la même forme, mais quelque chose qui est très peu différent de ce qu'il avait avec les contraintes. On peut passer d'un solide à un liquide via une transformation qui s'appelle une fusion. C'est du vocabulaire, hein. C'est juste qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on utilise. Une fusion. Le liquide étant toujours peu compressible, mais par contre n'a pas de forme propre. Vous relâchez les contraintes, il prendra la forme du nouveau machin qui lui impose des contraintes. D'accord ? Le verre d'eau, hein, l'eau tient dans le verre, vous supprimez le verre, ça prendra la forme de la flaque que ça va faire derrière, donc à nouveau la contrainte, c'est le sol, à ce moment-là. Vous supprimez toute contrainte autour d'un liquide, spontanément, il va se mettre en boule. Si on passe du liquide au solide, ça, par contre, c'est relativement évident, c'est une solidification. D'accord ? On dit aussi une congélation. Les deux termes peuvent être utilisés, mais on réserve plutôt congélation lorsque le passage du liquide au solide a lieu à une température qui est relativement basse. Basse par rapport à nous, hein, on est d'accord, donc inférieure à 0 degré Celsius. Mais on devrait utiliser solidification systématiquement. Si, juste une précision. On ne fait pas fondre un sucre dans le café. Il ne fond pas, il se dissout, puisqu'il ne passe pas à l'état liquide. D'accord ? Le sucre, quand on le fait fondre, il se transforme en caramel, parce que la molécule est fragile, et donc on n'arrive pas à la transformer sous forme de liquide, elle change de forme et ça devient du caramel. Puis après, une espèce de truc noir dégoûtant, si on insiste encore un peu. Okay ? Donc il n'y a pas de fondre son café, fondre son sucre dans le café. Ça, ce n'est pas possible, c'est un abus de langage. D'accord ? Ça, c'est une solubilisation. Donc la prochaine fois, hein, on vous offre un café, tu veux du sucre ? Oui, je veux bien solubiliser du sucre dans mon café. Hein ? Attends, je touille pour faire solubiliser et pas pour faire fondre. Ok ? Vous n'aurez pas l'air malin, tiens. Quand on passe des liquides au gaz, on a une vaporisation. Quand on passe des gaz au liquide, une liquéfaction. Les gaz étant caractérisés par le fait qu'ils sont, eux, très compressibles, d'accord, infiniment d'ailleurs détendables, d'accord, c'est-à-dire baisser la pression, les étendre dans un volume qui peut être infiniment grand, il n'y a pas de limite en fin de compte. Par contre, il y a une limite quand on les compresse, et ça on le verra juste après. Et puis, pas de forme propre, évidemment. Je veux dire, s'il n'y a pas de limite de volume parce que ça peut s'étendre, évidemment, il n'y a pas de limite de forme non plus. D'accord ? Ça prendra la forme des contraintes qui s'imposent dessus. On peut également passer directement des solides au gaz et des gaz au solide. Passer des solides au gaz, ça s'appelle une sublimation. Passer des gaz au solide, ça doit s'appeler une condensation. Vous risquez de trouver éventuellement une sublimation inverse à la place, ce qui n'est pas beau, quelque part, surtout qu'il y a un terme qui est mieux. Le problème de condensation, c'est que, hors du champ spécifique de la chimie physique, le terme de condensation est quelquefois utilisé aussi à la place de liquéfaction. Ou le terme de condensation, donc en dehors de la chimie physique, a un sens ambigu, c'est on n'est plus un gaz, on est soit un solide, soit un liquide. Et donc comme il y a une ambiguïté, vous faites attention, et c'est la raison pour laquelle je présente ça, de manière à ce qu'on soit bien d'accord sur ces différents termes, qui sont donc les termes qu'on continuera à utiliser. Comment on change d'état ? Qu'est-ce qui se passe quand on change d'état entre ces différents états ? Solide, liquide, gaz. Ben, vous avez juste à prendre l'exemple de l'eau. Comment on passe de l'un à l'autre ? On chauffe. On chauffe et on passe de la glace à l'eau liquide, à la vapeur d'eau. Donc manifestement, ajouter de la chaleur, de l'énergie thermique, c'est un moteur de changement d'état. Oui, mais pourquoi ? Eh bien, si on est à basse température,
C'est-à-dire qu'il y a très peu d'énergie thermique dans le corps. Cette énergie thermique qui est présente, elle est très largement inférieure à ce qu'on appelle l'énergie de liaison interatomique. L'énergie qui lie les atomes, les molécules, entre elles. Pas au sein de la molécule, d'accord, mais entre les molécules. Ça, vous allez le voir avec Yves Guillaume dans le cours, la suite du cours d'atomistique sur les liaisons chimiques. D'accord? On va prendre ça. Quand des molécules sont les unes à côté des autres, elles sont liées les unes aux autres par ce qu'on appelle donc des liaisons interatomiques, que j'ai regroupées ici par le VDV, là. Van der Waals, c'est le nom qu'on donne à certaines de ces liaisons. D'accord? Donc elles sont liées les unes aux autres. Si l'énergie thermique est très inférieure à cette énergie de liaison, qu'est-ce qui se passe? Nos atomes, nos molécules, peuvent gigoter un peu. D'accord? Un peu comme vous êtes en train de le faire là actuellement. Vous êtes tous en train de gigoter un peu, mais pas beaucoup. C'est bouger la tête, c'est bouger les bras, c'est déplacer une fesse parce que vous êtes mal assis et que vous commencez à en avoir marre, etc., etc. C'est donc une agitation qui est relativement faible et très faible, trop faible, pour vous permettre de quitter votre place. Donc oui, ça gigote un peu, mais pas suffisamment pour globalement changer de place. On reste toujours dans la position moyenne que l'on avait au départ, comme ici. D'accord? Vous restez finalement relativement bien rangés les uns par rapport aux autres. Et bien là, c'est la même chose. Ça gigote, mais peu par rapport à la contrainte qu'il y a de rester en place par rapport aux autres. Mais si on rajoute de l'énergie, l'énergie qu'on va appeler l'énergie de fusion, d'accord? Qui va dépendre, cette quantité d'énergie, de la nature des espèces qui sont mises en jeu. Et vous voyez qu'il y a une grosse différence si je considère de l'eau ou si je considère du dioxyde de carbone. Encore une fois, vous verrez pourquoi avec Yves Guillaume. Il y a une telle une telle variation de différence d'énergie à ce niveau-là. Mais si je rajoute cette quantité d'énergie, donc que ça commence à bouger déjà beaucoup plus, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on est toujours bien accroché au voisin, mais cette fois-ci, l'énergie thermique est quasiment du même niveau que l'énergie de liaison interatomique, intermoléculaire. D'accord? Ça dépend de ce qu'on a. Ce qui veut dire qu'on ne reste pas loin des voisins, parce qu'on y est quand même très attaché, mais qu'on peut se déplacer. On est plus sur l'idée, cette fois-ci, d'une piste de danse. Tout le monde reste sur la piste de danse, on est d'accord. Mais on bouge tellement en dansant qu'à un moment, on est près des enceintes, et puis après, on se retrouve complètement de l'autre côté de la piste parce qu'on a bougé à l'intérieur. Plus ou moins, on est d'accord. Mais il y a suffisamment d'agitation pour que ça puisse se déplacer. Et si ces atomes, ces molécules qui composent cette matière-là, sont suffisamment déplaçables, mais ça veut dire qu'on ne peut pas conserver la forme de départ. Oui, si les atomes, les molécules bougent, la forme de départ, elle n'a pas lieu de rester. C'est l'état liquide. Mais en même temps, vous comprenez bien que si on appuie dessus, on ne va pas pouvoir les serrer beaucoup non plus. D'accord? Parce qu'elles sont déjà très proches les unes des autres. Simplement, elles sont suffisamment agitées pour glisser les unes par rapport aux autres, mais en gardant toujours un certain lien avec les autres. Et puis on rajoute encore de l'énergie. Cette fois-ci, ce n'est pas la même échelle. On y va franco. D'accord? Et, toujours pareil, ce n'est pas la même quantité d'énergie qu'il faudra rajouter selon le type de molécule. Parce que les liaisons entre ces différentes molécules ne sont pas non plus du même niveau. Certaines sont plus accrochées à leurs voisines que d'autres. L'eau en particulier est très accrochée à ses voisines. Le dioxyde de carbone, non. Eh bien là, qu'est-ce qui se passe? On fournit tellement d'énergie que cette fois-ci, l'énergie thermique, l'énergie d'agitation, devient beaucoup plus grande que les énergies de liaison. Et donc, ça vole en éclats. Il n'y a plus de raison qu'ils restent les uns à côté des autres, d'accord? Il y a trop d'énergie, ça va trop vite, ça saute. Et donc là, ça se disperse. Et dès l'instant où on est un peu loin, il n'y a plus de raison qu'il y ait d'attraction, c'est bon, c'est fini, c'est parti, c'est loin, il n'y a pas de raison que ça se rassemble. Donc cette fois-ci, on a un volume qui peut devenir plus grand,
On peut compresser un peu, on peut détendre plus, d'accord? Ça dépend des contraintes qu'on va appliquer. Et puis, bah forcément, il n'y a pas de forme propre non plus, hein, puisque chacun part dans sa direction. D'accord? Donc voilà, ce qu'on a en fait, ces transitions, elles sont liées à la quantité d'énergie qu'il y avait pour maintenir le solide, la matière, sous une forme compacte ou non. Mais en même temps, là, j'ai laissé mes atomes et mes molécules de gaz faire ce qu'elles voulaient. Mais si je suis dans un récipient, je peux très bien bloquer le volume, ça ne va pas se détendre à l'infini. Puis à la limite, je peux très bien réduire aussi le volume, forcer mes atomes de gaz à se rapprocher les unes des autres. Ça, c'est quoi? C'est appliquer une contrainte, c'est augmenter la pression. Et si j'augmente vraiment la pression, j'obligerai bien mes molécules et atomes de gaz de se rapprocher suffisamment les uns des autres pour que ça commence à ressembler à un liquide. On a donc un moteur dans un sens pour passer de la phase condensée, c'est-à-dire du solide au liquide au gaz, mais si j'augmente la pression, si j'augmente la contrainte, que je force mes atomes, mes molécules, à se resserrer les unes vers les autres, je vais repartir en sens inverse. À un moment, si sur la piste de danse, là, au lieu d'avoir 4-5 personnes qui sautent dans tous les sens, j'en mets 60 qui peuvent à peine bouger les unes par rapport aux autres, ils ne vont pas pouvoir danser, ils vont bien être obligés de rester à l'endroit où ils sont, puisqu'ils ne peuvent plus bouger. Et qu'ils aient envie de danser, qu'ils soient tout agités, ça ne changera rien. Ils seront contraints physiquement d'être serrés les uns contre les autres, d'être à l'état solide. D'accord? Donc ces transitions d'état, elles ont deux principaux moteurs. D'un côté, la température, et de l'autre, la pression. L'augmentation de température fait passer sur les phases non condensées, l'augmentation de la pression retourne vers les phases condensées.